dire, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez attendre de la diaspora? Je sais que la diaspora n'a pas été à la hauteur. Nos compatriotes qui sont partis... Et qui étaient réfugiés d'ailleurs à... Oui, n'ont pas fait le travail de sensibilisation, le plaidoyer, alors que dans ces pays, il y a au moins le droit, il y a au moins la bonne gouvernance, il y a au moins la démocratie. Et comme quand on sait l'apport de l'extérieur par rapport à tous nos pays africains, les sénateurs, les députés, les ministres, ils n'ont pas fait ce travail-là. Chacun est parti, ils ont oublié le combat, ils ont oublié la lutte, chacun a voulu être français, canadien, américain, sa femme, son enfant, sa voiture et peut-être son chien. Et il n'y a jamais eu des gens, par exemple, moi je connais des gens qui étaient là, qui étaient déportés, qui sont partis de là et qui, en tout cas, qui parlent beaucoup dans la diaspora. Moi, je donne le cas d'une personne, je ne veux pas nommer son nom parce qu'il ne le mérite pas. Il était dans notre mouvement, le mouvement des réfugiés mauritaniens pour la défense de l'homme. Une semaine avant son départ, il avait un problème de mariage, on l'a réglé, c'est nous qui sommes partis chercher la main de la femme. Et depuis qu'il est parti, même pas une carte postale au Canada. Le message que vous lancez à la diaspora? Je leur demande de se ressaisir et que la Mauritanie a besoin d'eux, que les réfugiés ont besoin d'eux et que nous devons penser à notre pays. On peut être au diaspora et être encore mauritanien. On peut être au diaspora et être encore sénégalais. On peut être encore au diaspora et être malien. Mais qu'ils se rappellent qu'ils sont mauritaniens avant d'être là-bas. Et par conséquent, ils doivent payer le tribut de leur existence en Mauritanie en pensant à leur père, à leurs aïeux, aux enfants. Avec la mondialisation, la Mauritanie est considérée et par conséquent, nous voulons que la Mauritanie revienne. Et pour ça, nous devons tous travailler pour une démocratie, pour l'indépendance de la Mauritanie. Il y a des partis politiques comme RAG, AJRM, je crois, les Ibrahim Sarr, et le Flamme qui a créé son parti, de Samba Thiam. De Biran, tous ces gens, vous attendez quoi de... Mais qu'ils œuvrent pour une Mauritanie nouvelle, qu'ils œuvrent pour une Mauritanie du moins, et que ce Aziz dégage. Mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose? C'est peu. On a senti quand même que l'IRA a eu à faire des actes. IRA ou... L'IRA, d'abord, l'IRA par rapport à Biran et avec son parti politique, qui cherche à ce que quand même qu'il y ait un changement fondamental et que surtout que tout ce qui est discrimination raciale, que tout ce qui est ségrégation soit aboli pour le bon en Mauritanie. Et que tous les enfants mauritaniens se sentent mauritaniens, qu'ils aient les mêmes chances en droit et en devoir. Et ça ne peut se faire que lorsque ce Aziz, cet homme dangereux, cet usurpateur de fonction, puisse quitter la Mauritanie. Et il faut qu'Aziz quitte. Ça, c'est la première condition sine qua non. Je sais que les réfugiés et la diaspora ne reviendront en Mauritanie en toute sécurité tant qu'Aziz est en Mauritanie. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et maintenant, les élections libres viendront et que le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Et que la Mauritanie parte sur des bases solides, avec des fils et des filles, morts, négro-mauritaniens, haratines, qui aspirent à faire de leur pays le plus beau pays du monde. Et quel est le message que vous lancez par exemple à nos compatriotes morts et qui peuvent... Je pense qu'ils ont ri au moment des événements, même si ce n'est pas tous les morts, mais ils ont compris qu'on les a trompés eux-mêmes. Et que la Mauritanie n'est ni arabe, ni négro-mauritanien, elle était multidimensionnelle, multi-identité. Et que c'est cette identité, tous ces gens ont leur droit d'être en Mauritanie, de vivre comme ils l'entendent, culturellement, socialement, économiquement, politiquement. Le jour qu'on aura des partis qui ne sont pas colorés,
Le jour où on aura des partis où toutes les ethnies sont dans ces partis, le jour où tout le monde pensera à la Mauritanie avant de penser à son ethnie ou à son clan, et c'est ce moment-là qu'on comprendra que la Mauritanie est devenue indépendante. Donc il faut que tout le monde travaille, se donne la main. Tout ce qui fera du mal en Mauritanie, il faudrait que nous tous nous donnons le bras, qu'on l'envoie au diable. Tout ce qui concourt au bon développement de la Mauritanie, qu'ils viennent de partout. Moi, je n'ai aucun problème si j'ai un président mort, à condition qu'il soit honnête, qu'il soit démocrate, et qu'il vive et qu'il œuvre pour le développement de la Mauritanie, purement et simplement. Et vous n'avez pas de la haine? Non, mais j'ai des regrets, beaucoup de regrets, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes, parce qu'on ne peut pas faire toutes ces formations. On ne peut pas dépenser autant d'argent sur des gens et les noyer, les accuser de rage. J'ai des regrets parce que j'avais beaucoup d'ambition pour mon pays et j'avais la certitude que je pouvais participer au développement de mon pays. Et j'avais la conviction avec mes collègues morts, mes collègues haratines, que nous tous étions des Mauritaniens. Malheureusement, toute cette chaîne de solidarité a été brisée par un pouvoir racial extrêmement violent envers une communauté parce qu'ils sont noirs. Et ça me fait un... Pas parce qu'ils sont noirs, peut-être parce qu'ils sont peuls, soninké, voilà, parce que les Haratines sont noirs. Mais ils n'ont pas été visés par le génocide. Non, c'est-à-dire que à ce niveau-là, moi, je suis très sincère en moi. Un esclave n'est jamais responsable de ses actes. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Un esclave n'est jamais responsable de ses actes. Les Haratines de 89 ne sont pas les mêmes des Haratines d'aujourd'hui. Ils ont fait l'école. Ils ont appris. En ce moment, je peux les accuser s'ils commettent des actes. Mais à l'époque, ils étaient purement et simplement que des esclaves purs et durs. Tout ce que le maître veut, il obéit. Tout ce qu'on leur demande de faire, ils le font. Je ne peux pas. Même si j'ai vu, mais je sais qu'ils n'étaient pas aussi responsables que maintenant. Mais en 89, c'était des esclaves. Purement et simplement. Et ils n'ont fait que ce que leur maître les a dit. Donc pour moi, le premier responsable, c'est le maître. Et le maître, c'est le mot. Et l'État mauritanien. Le temps passe, mais je maintiens. Et il faut oser le dire. Et c'est ça la réalité. Mais est-ce que vous avez l'impression que des fois, pour les Haratines, qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont quand même tué des gens. Ils ont participé aux tueries des Noirs. Oui, parce qu'il y a des mouvements LR, la conscience. Il y a SOS Esclavage de Boubacar. Il y a IRA. Peut-être que le jour qu'on sera indépendant, peut-être qu'ils vont demander pardon pour les actes commis par leur père, leur mère à l'époque, même s'ils ne sont pas responsables. Mais ce qui est sûr actuellement, ils doivent savoir, ils savent que vraiment il y a eu des choses qui sont passées qui ne sont pas bonnes. Mais vous ne pensez pas qu'ils pourraient recommencer? Qu'ils pourraient par exemple avoir les mêmes s'ils arrivent au pouvoir? Ah non. Vous ne pensez pas qu'ils pourraient avoir les mêmes envies, d'avoir de la rage contre vous savez, c'est ce que je ne voudrais pas. Je le confirme. Je suis convaincu que s'il y a un changement démocratique en Mauritanie, jamais au monde nous retournerons à se passer. Jamais. Parce que quand les règles seront claires, le pouvoir est soumis à un contrôle démocratique, chacun va prendre sa chance. À nous maintenant, Nègre-Mauritaniens à l'époque, de travailler pour avoir autant de postes, pour être autant plus nombreux dans la fonction publique, dans l'armée, parce que c'est des concours, on va postuler comme tout le monde. Mais actuellement, ce n'est pas possible. Tout est fait pour enlever des Noirs. La fonction publique, les Noirs n'existent pas. S'ils sont là-bas, c'est juste des petits bonhommes. L'armée, ils n'existent pas. Dans la politique, ils n'existent pas. Ils n'ont aucun pouvoir réel. Ils ne vivent pas du tout les réalités de cette communauté noire. Pourtant, on dit qu'il y a des ministres
Peul, il y a des ministres Wallaf, des ministres Al-Poula. Au moment de l'apartheid, au moment du pouvoir ségrégationniste aux États-Unis, il y avait des Noirs qui étaient dans le pouvoir, qui étaient nommés ministres. Mais c'est le système qui était faux. C'est juste des acrobaties. C'est juste des acrobaties, c'est des accompagnateurs. Yobalema. C'est que moi j'appelle des bilals politiques. C'est tout, il faut colorer pour qu'on dise que. Ah, hey, vous me dites qu'il y a du racisme, mais pourtant il y a des Soninké qui sont ministres en Mauritanie. Mais qui sont ces Soninké? Qui sont ces Poulas? Et qui sont ces Wolofs? Mais qui ne sont pas complices aussi, ces gens? Mais ils sont plus que complices. Moi je sais que si j'étais là-bas, on veut me nommer ministre, je ne le ferais pas. Je n'accepterai pas parce que je sais qu'ils ne m'ont pas nommé ministre. Pour moi, ils m'ont nommé ministre pour pouvoir continuer leur système. Pour dire, écoutez, vous dites, mais pourtant, si c'est ce il est ministre. Donc les gens qui ont accepté ce poste sont complices. Ils devaient refuser, ils devaient dire, nous ne pouvons pas tant que. Mais, pour des intérêts égoïstes, même l'esclavage, ils disent qu'il y a des haratines qui sont ministres. Donc, ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Mais ça a toujours existé. Diviser pour régner. Mais où est-ce qu'on a fauté alors? Moi, j'aime pas tellement dire négro-mauritanien parce que... Oui, dis ce que tu veux, je t'écoute. C'est les Mauritaniens. Les Mauritaniens, ils ont fauté tout. Les Mauritaniens noirs. Ils ont fauté parce que de tous les temps, ils n'ont jamais été violents. Ils n'ont jamais utilisé la violence, même les flammes. De tous les temps, ils sont partis. Non, on les accuse d'être des racistes. Oui. À tous les temps, les Noirs n'ont été que des accompagnateurs de l'histoire de la Mauritanie. Ils n'ont jamais osé prendre pleurer. Je donne un exemple. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, avant le coup d'État de Aïdallah, on est venu voir un grand militaire mauritanien, Yal Abdoulaye. Il était malade. Il était le chef d'état-major de l'armée mauritanienne. Les gens lui ont dit que nous allons faire un coup d'État pour avoir des États. Il les a dit, moi là où je suis, peut-être demain ou après-demain, je vais bientôt mourir. Car je suis très malade. Mais je vous avertis, mon cheval, à savoir le président actuel, Aïdallah, est meilleur que toute autre mort ou toute autre personne que vous amenez. Deuxièmement, quand il y a eu le coup d'État qui a été fomenté par Anne Amadou, mais le pouvoir était entre ses mains, mais il a dit non, que lui il ne peut pas prendre le pouvoir, il veut être ministre. Alors que tous les morts savaient que c'est lui qui devait être président. Et c'est comme ça que Taya est venu. Et de 84 jusqu'à 2005, il a mangé du noir, il a tué des noirs, il a bu du sang noir. Ils n'ont jamais cru à leur potentiel de gérer la Mauritanie. Vous savez très bien, si Anne Abdoulaye était président, il n'y aura pas le meurtre des 3 militaires en 87. Si Anne était là-bas, il n'y aura pas de déportation. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là où ça fait mal. Et c'est là où ça fait vraiment mal. Quand on vous dit qu'à l'époque, la communauté noire était plus importante que la communauté maure, comment peux-tu expliquer qu'il y ait eu la déportation? Mais c'est toujours le cas. Hein? Et pourtant, il y en a eu. Il y avait beaucoup de militaires négro-mauritaniens, particulièrement les Peuls, dans l'armée mauritanienne. Et pourtant, c'est eux qu'on a tués. Et pourtant, c'est eux qui ont le plus subi le génocide mauritanien de 89. Comment l'expliquer? C'est ce que j'ai dit. À un certain moment, on a pensé que les gens étaient maraboutés, hypnotisés. L'affaire était tellement grave que tout un chacun était comme une statue. Il n'y avait que peu qui réagissaient, qui ne comprenaient pas aussi ce qui leur arrivait. Et qui se disaient que ça va bientôt se terminer. Et ça jusqu'à présent, ce n'est pas terminé. On est en 2018, on n'est pas en 89. Donc, nous avons... Ça veut dire que on a été un peu insouciant de la gravité de la situation. Parce qu'on était tellement bien dans notre peau qu'on pensait que tout allait s'arranger. Que c'était juste un petit accident, que ça n'allait pas prendre cette ampleur. Et voilà ce qui s'est passé.
Mais vous pensez que la religion a quelque chose à voir avec cette passivité ou cette façon de penser? Mais je dis que les Noirs avaient tellement confiance en eux. Ils ne pouvaient jamais imaginer que ça allait prendre toute cette gravité, cette ampleur de cette situation. Et à un certain moment aussi, comme je le dis, ils n'étaient pas à la source de l'information par rapport à ces génocides. Pour eux, c'était juste un accident de circulation. Même pas de l'histoire. Moi, j'ai l'habitude de poser mes questions à mes amis militaires et flamistes. Mais comment se fait-il qu'à aucun moment, il n'y a pas eu de révolte de la part des militaires? Mais jusqu'à ça, c'est quelque chose qu'il faudra expliquer à un moment donné. Il y a eu en aucun moment un coup de feu ou bien un couteau qui a été utilisé par les militaires pour dire non à ce massacre des Sénégalais d'abord et des Négro-Mauritaniens. Mais comment l'expliquer? Vous pensez qu'ils auraient dû se défendre? Ah si! Un militaire, tous les militaires du monde. Mais c'est le feu. Si les militaires avaient réagi à l'époque, les civils négro-mauritaniens allaient avoir le courage de les accompagner. Mais c'est les militaires qui devaient donner la voix. Par exemple, certains civils qui avaient commencé à réagir, on les a tués et les militaires n'ont pas réagi pour eux. Mais les autres vont se cacher. N'est-ce pas que je vous ai dit que quand j'ai aidé les Sénégalais à aller être protégés dans la salle, le policier m'a dit que moi je ne resterai pas ici. Parce que tous les gens fuient les Sénégalais, moi j'aide les Sénégalais, je sauve les Sénégalais. Alors que moi je ne suis pas militaire, je n'ai même pas de couteau à la maison. S'il y avait eu un petit mouvement de révolte des militaires, je vous assure que l'affaire sera arrêtée tout de suite. L'année 89, si les Négro-Mauritaniens, particulièrement, avaient réagi, il y allait y avoir une alternance radicale en Mauritanie. Mais c'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, on a cette critique envers nos compatriotes Négro-Mauritaniens militaires. Qu'est-ce qui explique aucune réaction de leur part, alors qu'ils sont témoins de ce qui se passe? Mais on les désarme petit à petit comme des mouches. Mais on peut désarmer 1, 2, 3, mais pas tout le monde quand même. Et surtout qu'un militaire, il doit savoir il doit facilement analyser la situation. Il y a des choses que l'histoire doit... Il y a des questions que l'histoire doit y répondre pour le dossier mauritanien. La passivité de la composante militaire négro-mauritanienne par rapport à ces génocides. De ses propres sœurs, cousins et parents. Et je reconnais, chaque fois que je pose le problème aux militaires, aux anciens militaires, ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise. Maintenant, pourquoi? Ce que je voudrais dire, et je le répète, nous voulons retourner en Mauritanie. Si les conditions sont normales, si le gouvernement réellement applique une politique d'unité nationale en respectant les identités, en respectant les cultures des peuples qui sont en Mauritanie. S'il n'y a pas ça, et surtout que Aziz, cet homme, ce président, ce militaire, ce dictateur qui est en Mauritanie, qui se dégage, tant qu'il est là-bas, les Mauritaniens qui sont réfugiés, qui sont là, et particulièrement, moi, ce qui me concerne, je ne foutrai pas le pied en Mauritanie. Si maintenant on n'a pas ça, je confirme que nous ne sommes pas prêts à prendre la nationalité sénégalaise. Nous ne sommes pas sénégalais et nous n'en voulons pas. Tout en disant tout haut, tout le respect que nous avons pour le peuple sénégalais. Tout le respect que nous avons pour le peuple sénégalais, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tout le respect que j'ai pour le peuple sénégalais, pour tout ce qu'il a sacrifié pour notre bonheur. Ils n'ont qu'à nous faire sortir, qu'on puisse aller dans d'autres pays, qu'on puisse être réinstallés. Non pas pour vivre, mais d'abord pour survivre. Parce que là, nous sommes morts. Nous sommes morts avant de mourir. Actuellement, nous sommes des réfugiés apatrides. Depuis décembre 2016, nous n'avons pas de papier. De grâce, le gouvernement sénégalais qui nous donne des papiers, qui nous permettent d'exister, qui nous permettent
de voyager si on en a la possibilité, qui nous permettent, si on a des moyens, d'avoir du travail, qu'on puisse avoir du travail, qui nous permettent de vivre. Actuellement, nous n'existons pas. Et je le répète, nous ne sommes pas des Sénégalais de grâce, qui respectent notre droit d'avoir une nationalité, notre droit d'être un citoyen d'un pays. Nous sommes des Mauritaniens qui sont déportés au Sénégal, nous sommes des réfugiés. C'est le Sénégal, pays d'accueil. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a le mandat de la protection pour les réfugiés. C'est la communauté internationale qui se pense sur notre problème parce que la Mauritanie nous a fermé la porte. Notre condition d'apatride nous fait mal et ce n'est pas normal dans un pays comme le Sénégal qui parle d'émergence, d'unité africaine, de panafricanisme et qui nous donne notre nationalité, notre citoyenneté. Mais ce n'est pas possible que le président Macky Sall réellement prenne toutes les dispositions pour nous donner des papiers. Et des papiers respectés par les autorités sénégalaises. Ce n'est pas pour rien que le ministre Daouda Diallo a écrit une lettre. Parce que même les papiers délivrés par les autorités sénégalaises ne sont pas respectés par les autorités sénégalaises. Mais il y a problème. Et nous ne devons pas être sacrifiés sur l'autel des relations de bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie. Des accords de pêche pour les pêcheurs de Guet-Ndar. Autant que le gouvernement sénégalais se lève pour les Palestiniens et pour les autres, mais nous sommes ici des Palestiniens de l'Afrique de l'Ouest. On nous a pris nos terres, on nous a pris nos biens, on nous a pris nos fonctions, on nous a pris notre citoyenneté. Qu'est-ce qui nous reste? Dites-moi, qu'est-ce qui nous reste? Donc nous, réfugiés mauritaniens, nous sommes des Palestiniens de l'Afrique de l'Ouest. Si les gens s'émeuvent pour le dossier des Palestiniens, ils n'ont qu'à se rappeler qu'il y a des Palestiniens qui sont à côté d'eux, à 0 mètre de chez eux. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Et je tâcherai de faire de sorte autant que je peux que les gens vous entendent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.